Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection du week-end, avec au programme de ce soir un premier pas de tir qui a décidé de prendre un maximum de muscles en entamant un programme fitness à faire pâlir de jalousie les plus zélés d'entre vous, en vue de la manœuvre de rattrapage du booster par les bras de la tour lors de ce 5e vol qui approche dangereusement. Sur le second pas de tir, vous verrez également que la nouvelle tour est désormais assemblée, mais alors pour le coup en un temps record, 41 jours, c'est le temps qu'il aura fallu pour empiler les modules de ce monstre d'acier. Bon, vous êtes prêts? On va rejoindre Mathias qui nous attend déjà sur place. C'est parti, on décolle tout de suite pour le Texas. Nous en avons parlé très récemment et nous en reparlerons à nouveau probablement vendredi prochain pour le journal de l'espace. La mission Polaris Dawn est en marche et rien ne semble pouvoir l'arrêter. En effet, ce qu'Elon Musk décrit comme la première sortie dans l'espace de civil, historiquement la plus éloignée de la Terre depuis plus d'un demi-siècle, et de plus initiée par une société privée, devrait avoir lieu le 27 août prochain. Donc notez bien dans votre agenda ce jour-là les terriens, car le spectacle risque d'être grandiose, et même si pour la plupart d'entre vous c'est la fin des vacances et déjà la rentrée, et même avec toutes ces choses que vous avez à faire, ce serait quand même dommage de louper un tel événement. Allez, rendons-nous sur le site de lancement où les chopsticks, la tour orbitale et le panneau à déconnexion rapide du Stage 0 ont tous eu le droit à des mises à jour. Avec d'abord le panneau à déconnexion rapide de la table orbitale, le BQD, qui a reçu en cours de semaine une nouvelle plaque de protection supplémentaire assez épaisse. Une couche de plus qui a été installée sur le dessus du dispositif, logique puisque lors du lancement, le booster arrose copieusement ce dernier avec le feu que crachent ses 33 Raptors. Il semble que les équipes du pas de tir mettent régulièrement à jour les protections de ce panneau à déconnexion rapide ravitailleur. En effet, en raison de sa position, la tâche semble véritablement ardue. Nous verrons bien dans quelques temps sur le second pas de tir si ce dernier trouve une place peut-être un peu plus sécure au sein du second dispositif. De nouvelles pièces destinées à renforcer la structure métallique de la tour numéro 1 ont fait leur apparition. Plus larges et rajoutées par-dessus les précédentes déjà en place, ces croisillons, dont nous parlions lors du tour d'inspection de samedi dernier, ont à leur tour été recouverts par de nouveaux panneaux de protection. Les précédents ayant eux aussi brûlé sous le feu des Raptors, de nouveaux renforts qui nous interrogent donc puisque SpaceX a peut-être détecté un nouveau problème de déformation sur la tour numéro 1. Ou alors, s'agit-il d'une opération préventive destinée à fiabiliser les futures opérations de rattrapage en vol des boosters? Nous en avons déjà parlé à de nombreuses reprises dans des épisodes précédents, mais cette fine et très haute tour a des proportions qui la prédisposent mal aux importants efforts déportés qu'on lui inflige. Et tenir un booster de 250 tonnes à bout de bras sera bientôt le prochain défi qu'elle aura à relever. Et sans fléchir, s'il vous plaît. Outre une rigidité suffisante, la nouvelle tour devra également pouvoir compter sur de solides fondations lui permettant de rester parfaitement verticale dans un sol mou et instable. Ce dernier point avait donné quelques soucis. Souvenons-nous, sur la tour numéro 1 qui s'était mise à pencher du côté de la table orbitale nécessitant le déplacement des points de levage prévus pour le booster. Seul le chariot mobile semble toujours identique à la version initiale, j'avoue être un peu inquiet tout comme Philippe, par la finesse de ses 4 bras qui enserrent la tour et retiennent les patins de glissement. Seront-ils assez résistants pour tenir le choc d'un rattrapage au vol d'un heavy booster massif et lourd, générant des contraintes mécaniques qui auront tendance à arracher le chariot de la tour? À ce jour, aucune modification structurelle ne leur a été apportée. SpaceX semble confiant dans leur tenue. Affaire à suivre, comme d'habitude. Et revenons à présent sur ces nouveaux pare-chocs qui, comme leur nom l'indique, sont des amortisseurs intégrés au chopstick. Les anciens coussins de mousse noire amortissante sont toujours présents, mais cette fois ils sont incrustés, protégés par une mince couche d'acier qui les recouvre complètement. Il est clair que les blocs de mousse nus n'auraient jamais pu résister au frottement occasionné par un rattrapage réel d'un heavy booster. La fine enveloppe métallique dont ils sont maintenant recouverts sera probablement déformée lors d'un atterrissage réel, mais sans conséquence sur la sécurité du rattrapage lui-même. Quand on regarde de plus près ce nouveau modèle de pare-choc,
On croit même deviner la présence d'un revêtement anti-frottement destiné à faciliter le glissement sur la coque extérieure du booster. Seuls les essais en grandeur nature permettront de juger de l'efficacité de ce dispositif. Pour l'instant, seuls 3 de ces nouveaux blocs renforcés ont d'abord été installés sur chacun des 2 chopsticks, ceci afin de procéder à quelques essais préliminaires avec un booster bien centré sur sa table de lancement orbital. Notez que cette semaine, après avoir à de nombreuses reprises pris des mesures au niveau des bras de la tour, les équipes ont ensuite décidé de retirer ces mêmes amortisseurs, peut-être que dans le cadre d'un rattrapage réel en vol et compte tenu de l'imprécision de la position exacte du booster en pleine manœuvre de vol, il a été décidé d'en installer plus et donc de mieux les répartir sur toute la longueur de chacun des 2 bras de la tour. Bref, des réajustements de dernière minute car ce dispositif ne sera sans doute pas de trop pour amortir la course de ce mastodonte de près de 250 tonnes, même compte tenu d'une vitesse normalement quasi nulle lors du contact, enfin, si tout marche comme prévu. Autre fait notable, c'est le renforcement également de la structure interne de chaque bras de la tour. En effet, les équipes du pas de tir A ont été occupées durant au moins 8 heures de temps à poncer la peinture au niveau de plusieurs joints de soudure, au niveau de la structure interne de chaque chopstick. C'est en tout 32 zones qui ont été nettoyées, afin d'y ajouter des plaques de renforcement qui elles aussi ont été soudées par-dessus. Un travail méticuleux avec là encore un souci permanent de muscler ces fameux bras. De même pour les points stabilisateurs qui, comme leur nom l'indique, sont censés stabiliser le booster lors d'une manœuvre de soulèvement ou lors d'une manœuvre de rattrapage par exemple, eh bien ces derniers ont eux aussi été retravaillés. Bon, vous l'aurez compris, le pas de tir A est en train de se mettre en mode bodybuilding à tous les niveaux. En effet, puisque cela traduit tout de même une certaine fébrilité et pas forcément une grande confiance dans la fiabilité structurelle de la tour en elle-même et de la résistance de ses bras. Des chopsticks qui, sans leur pare-choc, ont à nouveau été testés dans une chorégraphie de différents mouvements, bref, affaire à suivre. Notez que des échafaudages ont été installés sur le QD Arm, le bras ravitailleur de la tour orbitale, destiné pour rappel à alimenter le 2e étage en ergol. Ce dernier lui aussi n'échappe pas à ces travaux de grande ampleur et il est fort probable qu'on assiste à quelques mises à jour sur ce dispositif d'ici quelques temps. On vous tiendra bien sûr informé lors d'un prochain tour d'inspection. Allez, passons maintenant à l'info principale de ce week-end, qui ne sera sans doute pas passé inaperçu non plus, surtout si vous participez régulièrement au tour d'inspection que nous faisons chaque mercredi et chaque samedi. Je veux bien sûr parler de la seconde tour de Boca Chica qui a bien été assemblée dans son intégralité. Bien évidemment, le PDG de SpaceX a relayé la nouvelle, car c'est un pas de géant, c'est le cas de le dire pour les équipes sur place. En effet, plus le temps passe ici à la Starbase, et plus les projections de SpaceX avec ce fameux site de lancement flanqué de ces 2 tours, s'élevant au-dessus de la lagune, devient une réalité. Quelques jours auparavant, les équipes de NASA Spaceflight ont filmé le transport de ce 9e et dernier module qui constitue la couronne de cette seconde tour lors de son transfert du site de Sanchez au site de lancement. Rappelez-vous, le premier de ces modules avait été posé le 11 juillet dernier et cette semaine, donc le mercredi 21 août, la 2e tour était enfin assemblée. Donc c'est vraiment un record puisqu'il aura fallu à peine 1 mois et quelques jours pour sortir de terre cette tour. Oui, c'est bien cela, en seulement 41 jours, SpaceX a terminé le processus d'assemblage de ce monstre d'acier. Une étape extrêmement importante qui vient d'être franchie par SpaceX. Quand on dit que l'entreprise va vite, une fois de plus, le mot est faible. Certes, il reste encore pas mal de travail à accomplir car cette V2 de la tour orbitale, qui trône désormais fièrement sur le pas de tir orbital B, n'est pas encore terminée en tant que telle, puisqu'il reste des équipements à raccorder, qu'il faudra aussi lui donner des bras, mais aussi un pas de tir qu'il faudra encore construire à ses pieds. Donc encore un peu de patience, mais tout de même, la vitesse de construction reste bluffante. Allez, rendons-nous sur le site de Sanchez où Zach Golden nous partage une photo intéressante puisqu'elle révèle la trace de nouvelles fondations. Une nouvelle qu'il qualifie comme la plus excitante de la journée, selon lui, car une foreuse est désormais installée sur place, certainement dans le but de préparer le terrain pour y installer des fondations robustes et construire ici, dans un avenir très proche, quelque chose d'extrêmement lourd. Alors, pour le coup les terriens, je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez. Et si SpaceX s'était mis en tête de construire une 3e tour? Et oui, si l'entreprise met seulement 41 jours à assembler un Mechazilla, je me dis que tout est possible. Mauricio, lui, parie plutôt sur la construction d'une table orbitale pour le second pas de tir. Et vous en pensez quoi? Pronostic ouvert en commentaire.
Sur le Rocket Garden, vous apercevez toujours le S-26 qui à ce jour et curieusement n'a toujours pas été mis au rebut. Pas de découpage en morceaux donc, pour le seul représentant actuel de la version HLS du Starship. Alors quitte à me tromper complètement, moi je vous parie qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de celui-là, car il va certainement poursuivre toutes sortes de tests, et cela ne m'étonnerait pas que dans un avenir assez proche, on puisse le voir quitter le pas de tir par les airs. Curieux d'ailleurs de le voir juste à côté du S-30 qui lui n'a aucun doute sur son avenir. En effet, le prototype qui est l'heureux élu du 5e vol est lui aussi stationné ici. Faisons un point très rapide sur les prototypes et pour cela rendons-nous sur le site de production. Revenons dans un premier temps sur ce nouvel équipement qui a fait couler beaucoup d'encre en commentaire ces derniers temps. Et oui, je veux bien sûr parler du nouveau réservoir Header Tank dédié au méthane des deuxièmes étages du Starship et qui intrigue par sa forme biscornue. Pourquoi donc une esthétique si particulière pour la V2 ? Rappelons d'abord que depuis le SN15, les deux headers ont migré vers le sommet de l'ogive, ceci afin de rééquilibrer les masses du vaisseau dans sa phase de planée lors de la rentrée atmosphérique. Après une longue séquence de rentrée atmosphérique couchée sur le ventre, le Starship doit effectuer très rapidement et avec fiabilité une manœuvre de redressement final, lui permettant ainsi de se poser à la verticale à l'approche du sol. Ce redressement, appelé belly flip, génère des mouvements d'ergol importants contenus dans les divers réservoirs du navire. Une réalimentation stable et continue des moteurs lors de leur séquence de mise à feu est fondamentale pour assurer la bonne marche de ceux-ci sans passer par des manques ponctuels d'ergol qui seraient fatals à leur intégrité. Dans le but de faciliter le transit des ergols des header tanks vers les lignes d'alimentation qui descendent vers les moteurs, la recherche d'une géométrie des circuits plus adaptée au rapide mouvement des ergols chahutés par la manœuvre en cours de réalisation s'est peut-être bien matérialisée par la fabrication de ce réservoir en forme de cornue inversée qui, orienté dans le bon sens, faciliterait un écoulement continu et sécurisé du méthane liquide vers les moteurs. Nous n'avons pas d'image du réservoir d'oxygène liquide correspondant à cette même évolution qui caractérise la V2, mais il se pourrait bien qu'il présente lui aussi un piquage formé par un entonnoir décalé latéralement, orienté du même côté que celui du réservoir de méthane. Que ce soit pour le Heavy Booster ou maintenant les vaisseaux en eux-mêmes, il semblerait que le contrôle des liquides dans les réservoirs de fusée en pleine cabriole aérienne soit un exercice plus compliqué que prévu initialement. Tant que le vaisseau est bien en accélération sur une trajectoire verticale, tout est simple et se passe bien. Mais quand il s'agit de réaliser de rapides virages et de changer d'orientation, les divers fluides contenus dans les réservoirs n'en font qu'à leur tête, menant régulièrement à la perte des moteurs. Ces pirouettes spatiales sont pourtant un des prix à payer si l'on veut parvenir à une réelle réutilisation des deux étages de la fusée géante. Passons au second mégabé, qui laisse parfois entrevoir ce qui se passe à l'intérieur de son ventre lorsque sa porte n'est pas fermée. Ici, on aperçoit donc les équipements, plateformes d'installation moteur et autres passerelles généralement construites et stockées sur le site de Sanchez. Dans un autre angle, à l'abri des regards, le S-33 poursuit son assemblage et nous ne devrions plus tarder à le voir sortir. De même pour les boosters qui sont tous dissimulés derrière la porte du premier mégabé, avec notamment le B-12 qui devrait bientôt montrer le bout de son nez afin d'aller se poster sur le pas de tir pour un futur assemblage de la fusée en vue de ce 5e vol. Notez qu'à l'extérieur du gigantesque hangar, des ailettes destinées aux boosters ont été entreposées et attendent de rejoindre leurs propriétaires. Enfin, et pour clore ce point sur les prototypes, le S-31 attend toujours patiemment au sein du High Bay que les ouvriers finissent de lui installer la toute nouvelle version du bouclier thermique, celle qui fait déjà office de tenue de soirée pour le S-30. Allez, finissons par le site de Massé. Là-bas, dans cette arrière-cour de la Starbase, les tests se poursuivent à l'abri des regards indiscrets, mais heureusement, cela n'a pas échappé aux caméras de Maurizio, ni à celles de NASA Spaceflight. En effet, le TT-16, cet article test digne représentant du deuxième étage du Starship, a eu le droit à quelques semaines de répit avant de devoir reprendre du service, comme vous pouvez le voir sur ces images. En effet, en fin de semaine dernière, il a été rattrapé par la grue et soulevé afin d'être glissé dans la V2 du Can Crusher, un petit nouveau qui va pouvoir s'en donner à cœur joie et mettre l'article sous pression, c'est le cas de le dire. On vous tiendra bien sûr informé des résultats des tests, mais là aussi à suivre de près, car pour rappel, de ce genre d'essai dépend la fiabilité de futurs engins censés transporter à leur bord des équipages.
Et voilà les terriens, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre 2 fois par semaine pour ce tour d'inspection dédié au programme Starship, et pas moins de 4 fois sur toutes les émissions de la chaîne, parce que oui, si vous êtes nouveau ici, le journal de l'espace, c'est tout de même 4 vidéos de culture et d'actualité spatiale chaque semaine. Bien évidemment, je ne peux que vous encourager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour vous tenir informé de l'avancée de ce projet complètement dingue, mais également pour soutenir notre travail. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification et surtout faites-moi briller ce pouce en l'air de YouTube pour alerter l'algorithme et qu'il puisse nous recommander à un maximum de monde. On se retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt les terriens.